3% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Dassault Systèmes. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus à sa valorisation et la politique d'allocation du capital. En troisième et à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier, ces vidéos consistent seulement en une analyse quantitative. Donc en premier, on va aller regarder quand même notre activité en bref. Donc je suis allé sur le site investisseur donc de Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes a pour mission d'apporter aux entreprises et aux personnes des univers 3D, leur permettant d'imaginer les innovations durables afin d'harmoniser les produits, la nature et la vie. Cette raison a donné naissance à un portefeuille unique de produits, Industry Solution Experience, dont le principal atout réside dans leur contenu scientifique et leur compréhension approfondie des processus propres à chaque secteur d'activité concerné. Donc là on est quand même dans un blabla assez peu informatif, voilà. Donc là on a la stratégie, et donc là on a un petit peu ce qu'on a, la plateforme 3 d'expérience, le centrage du secteur d'activité ciblant 12 verticaux, les applications dans le cloud et les applications mobiles, la création de valeur pour les marques, etc. Donc là on a une synthèse un petit peu de tout ce qui va être fait, donc les stratégies axées sur ce qu'on a vu, la Social Industry Experience, la mission urbanisme, ressources, énergie durable, médecine à l'échelle mondiale. Donc on va être sur un groupe extrêmement globalisé, donc surtout dans les services. Voilà, donc on va être sur une industrie de services. Maintenant, on va aller regarder ici. Donc j'ai regardé qui sont les concurrents de Dassault Systèmes. On a d'autres sociétés développent des logiciels sensibles identiques à ceux de Dassault Systèmes. Et donc on peut mentionner Microsoft, Cisco Systems, Adobe, IBM, après SAP par exemple, Google, HP, Salesforce et Siemens. Donc ça fait quand même beaucoup d'entreprises avec lesquelles aujourd'hui Dassault Systèmes pourrait être en concurrence. Donc on est sur une boîte qui, à première vue, a l'air d'avoir quand même beaucoup de changements, mais si on regarde les earnings, ils ont l'air vraiment pas mal. En termes de revenu total, on a une belle croissance de revenu total, c'est-à-dire notre CA continue d'augmenter. Par contre, notre revenu net, on voit que c'est un petit peu différent, on n'arrive pas à avoir forcément de très très belles marges, alors que là en 2021 et 2022, vous avez vu une augmentation du bénéfice net beaucoup plus importante comparée au revenu total. Ensuite, en termes aujourd'hui de PER, alors à combien est-ce qu'on se situe? On se situe à peu près à 59 de PER, donc c'est quand même énorme. On voit que c'est une entreprise extrêmement valorisée. Donc peut-être aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de point d'entrée disponible sur Dassault Systèmes en termes de valorisation. On va quand même essayer de comprendre pourquoi seulement au point de vue quantitatif. Donc notre revenu total monte, et même en 2020, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de creux chez Dassault Systèmes. On a les coûts des marchandises qui évoluent en moyenne, donc on a fait un petit peu 1x2, voire un petit peu plus, si je me trompe pas, donc c'est pas bon à prendre. Mais alors est-ce qu'on a dedans une dépréciation importante? Effectivement, par contre les coûts des marchandises c'est pas forcément énorme, mais notre dépréciation est très importante. Alors après on regardera qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Maintenant nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les dépenses d'exploitation. On voit que ça augmente, il n'y a pas forcément d'économie d'échelle. Le bénéfice d'exploitation, c'est-à-dire double autant que le CA, donc on n'a pas de chiffres plus ou moins importants, c'est-à-dire que là, en 2020, 2021, 2022, on a juste rattrapé ce qu'on n'avait pas réussi à faire durant les précédentes années. Mais aujourd'hui, donc nos marges se stabilisent à peu près. Je pense qu'on doit avoir une stabilisation de nos marges, soit de nos marges brutes, soit de nos marges opérationnelles. Ce qu'on peut voir, c'est que nos marges brutes ont tendance à descendre et nos marges opérationnelles ont tendance à stagner. Vous voyez qu'on est revenu à peu près sur le même niveau, alors qu'on avait pas mal baissé, mais on est revenu parfait à notre marge opérationnelle de 23, et donc des marges nettes un tout petit peu plus augmentées, avec des marges EBITDA qui sont aussi dans le même système. Mais donc ce qui nous intéresse, c'est la rationalité de ces marges et donc leur constante, sachant que tant qu'on a une croissance de notre revenu total, donc notre CA, de plus de 10%, ce qui pourra être intéressant si on a des marges qui continuent de stagner ou qui peuvent potentiellement augmenter, c'est-à-dire pas des marges qui baissent. On est sur une société qui continue de rester en croissance. Maintenant, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on a? Donc en bilan, on a à peu près des avoirs à 7,32 pour une capitalisation à 61 milliards, c'est-à-dire à peu près 9 fois les avoirs de l'entreprise. Donc on est sur une entité qui a une dette totale à 3 milliards 58. On va aller voir si oui ou non est-ce qu'elle pèse ou pas sur notre bénéfice d'exploitation. Charge d'intérêt sur la dette, on voit que pas du tout. On est sur un 2%, voire c'est ça, un 2% maximum donc de charge d'intérêt sur la dette, c'est-à-dire qu'on est sur une entreprise qui a l'air extrêmement bien gérée. C'est peut-être pour ça qu'elle a une valorisation aussi importante. Ensuite, en termes de cash et aux activités d'exploitation, on voit que c'est pratiquement le même niveau que les bénéfices nets. À peu près pareil pour le free cash flow, peut-être même une tendance à être un petit peu plus élevée. Maintenant, on voit ici qu'on a des dépenses d'investissement qui ne couvrent pas les dépréciations d'ailleurs depuis quand même un certain moment, c'est-à-dire qu'à un moment on va quand même avoir un bilan qui va nettement se réduire au fur et à mesure, avec des dépenses d'investissement moins marquées, et donc on va aller pouvoir peut-être récupérer de l'argent, augmenter nos marges opérationnelles et devenir peut-être plus efficient. On voit qu'on a l'habitude d'acheter des entreprises, donc même en 2019 on a fait une grosse acquisition à plus de 5 milliards, faudra aller regarder qu'est-ce que c'était exactement.
Mais sinon, à part ça, on est sur des très très bons chiffres. On a un fonds de roulement qui est pratiquement positif, très souvent d'ailleurs. Donc c'est extrêmement bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de reste avec ce cash? Est-ce qu'on va racheter des actions? Effectivement, on voit que c'est le cas. Même si on est fortement valorisé, on continue un rachat d'actions et on a un total de dividendes qui augmente de manière succincte. C'est-à-dire, voilà, on a un rendement du dividende qui baisse à peu près, même si le dividende par action augmente, même en 2020, alors qu'on avait quand même réussi à faire une bonne croissance de chiffre d'affaires, on a baissé notre dividende. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une entreprise très très bien valorisée et donc très très bien gérée. On a un ratio de paiement qui ne dépasse pas les 30%. On va quand même aller regarder le rendement des capitaux propres et du capital investi, on voit qu'ils sont pas forcément extrêmement élevés. Alors là, on est en trimestriel, on va les mettre en annuel pour voir un petit peu. Donc non, on voit qu'on a une stagnation à peu près du rendement du capital investi, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément intérêt à aller utiliser tout l'argent qu'on a disponible pour investir, étant donné qu'on n'a pas des rendements extrêmement importants. Donc peut-être que ça peut être aussi bon et donc un bon signal en tant qu'investisseur pour aller verser un dividende, peut-être aller racheter des actions, etc. Donc on voit que ça a l'air d'être une entreprise au niveau des chiffres extrêmement bien dodue. Voilà. Ensuite là on voit à peu près Industrial Innovation, Innovation for Small and Medium Enterprise, Life Sciences Services Provided. Donc on a un petit peu voilà une entreprise qui gère donc des services, donc des coûts des marchandises assez faibles, des dépenses d'exploitation qui aujourd'hui suivent la croissance du chiffre d'affaires. Donc maintenant, alors peut-être qu'il faudra aussi évidemment faire du cost saving, tout ce qu'on peut voir donc sur ce genre d'entreprise de très grosse taille, c'est-à-dire à un moment commencer à un petit peu réduire nos coûts pour avoir des marges opérationnelles qui augmente. Donc aujourd'hui on a une certaine croissance à ce niveau-là de ce bénéfice-là et donc regarder par rapport à la taille du marché, par rapport à combien y a-t-il de concurrents, parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de concurrents, c'est-à-dire que c'est sûrement un très 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 gros marché qui croît d'à peu près voilà, peut-être 8 à 10% par an et on voit qu'elle arrive à capter en moyenne toute cette croissance-là. Donc est-ce que ça va continuer ou pas? Je vous laisse aller faire votre propre avis et aller écouter les conférences calls, etc. Moi en tout cas je pense que c'est une très très bonne entreprise qui aujourd'hui est peut-être un petit peu trop valorisée à mon goût si on parle seulement en termes de price earning, même si on est quand même monté à des 100, aujourd'hui on est sur 59, comparé à toutes les autres entreprises qui pourrait y avoir dans ce genre de business. Je vais quand même aller checker la MM 200. Hop, à ce niveau-là, on voit qu'on est toujours, donc on a dépassé notre MM 200, même si on la suivait. En 2021, on l'avait fortement cassé. On avait essayé de la toucher, puis ensuite, on n'avait pas réussi à la recasser. Puis on l'avait pété en octobre 2023, donc à peu près tout comme toutes les entreprises en suivant le CAC 40 à ce niveau-là. Et là, elle, par contre, le petit regain, elle est même passée au-dessus donc du CAC 40. Donc Dassault Systèmes est une entreprise extrêmement bien gérée. Maintenant, à regarder les participations dans lesquelles elle détient peut-être d'autres entreprises comme Dassault Aviation, etc. Je vous laisse aller voir faire votre propre avis. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.